J'ai pas encore fait la balance sur le Telegram. De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans le focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure pub, nous allons parler de cette gestion de crise et on va parler aussi de l'événement qui est survenu aujourd'hui, à savoir cette panne générale sur les réseaux de Facebook. Et pour en parler avec moi ce soir, nous avons Séverine Lysimac qui est psychologue. Bonsoir Madame Lysimac. Bonsoir. À ses côtés, on a de retour mon sociologue préféré, Monsieur Raymond Otto. Bonsoir Raymond. Bonsoir. J'ai attendu ça pendant des mois. Toi-même, tu sais très bien. J'ai attendu effectivement ton retour pendant des mois. Comment vas-tu? Je vais bien et j'ai réfléchi pendant que je roulais. Il me fallait trouver une image pour... Alors, j'ai pensé au Muppet Show. Je vous laisserai le choix de choisir les acteurs entre Kermit et Peggy la cochonne. J'en ai terminé. On va voir ça tout à l'heure. Et nous avons Daryl Pézeron sur le plateau. Bonsoir Daryl. Bonsoir Harold, bonsoir les spectateurs. Alors, Daryl, pendant que tu es là, on va commencer direct avec cette panne Facebook. Ça fait plus de 10 heures maintenant qu'on est complètement privé de réseau, à part pour ceux qui utilisaient Telegram, Snapchat, Twitter. Exactement. Franchement, ceux qui sont... pro Facebook, on va dire, donc Messenger, Facebook, Instagram et WhatsApp. On a eu un blackout. Et effectivement, j'ai pensé à eux tout le long parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui se sont faites vis-à-vis de ces réseaux sociaux. Et là, je pense que la population a dû se rendre compte que oui, mais en fait, si eux, ils sont down, nous, on ne peut plus rien faire pour s'organiser, pour préparer la gestion de tel événement ou faire passer telle information. Et c'est pour ça que je mets cette réflexion-là sous la table où, comme quoi, il serait temps de se poser la question, est-ce qu'on ne devrait pas créer nos propres outils pour pallier justement à cette dépendance qu'on a vis-à-vis des États-Unis et leurs réseaux sociaux, en fait. Parce que là, on est bien démunis, là, par contre. C'est ça. Alors, t'imagines, tu dois organiser un rendez-vous demain, tu utilisais WhatsApp pour discuter avec cette personne-là. Si tu te dis pas machinalement, oui, tu as encore SMS pour lui envoyer un message, Et c'est pas le schéma, naturel de on a oublié les SMS, tu vois. Complètement. On a oublié les SMS et même tout à l'heure là, je devais aller voir quelqu'un et elle me disait, oui, mais comment je vais t'envoyer la localisation de là où je suis, en fait. Je suis là, Les pages jaunes. Les pages jaunes. Des méthodes un peu archaïques quand même, hein. Merci pour nous. Mais c'est obsolète tout ça, Raymond. Il reste la parole. Hein. Je vous entends avec beaucoup d'appétence, mais je vous signale à toutes fins utiles qu'avant, les gens se déplaçaient sans ça. Certes, les gens connaissaient les codes postaux et les gens connaissaient leur orientation. Et peut-être c'est pour ça, effectivement, que les gens réfléchissaient avec leur cerveau. Je dis ça, je dis rien. Je laisse ça, c'est le soin. Alors, est-ce que vous avez été perturbé par cette panne aujourd'hui? J'étais plutôt contente, moi. Je me suis dit, je vais pouvoir me libérer du téléphone pour un petit moment. Carrément. Oui, Donc, c'est des occasions, finalement, de laisser le téléphone de côté. Oui. Il faut toujours chercher la note positive qu'il y a dans une situation. Ok. Effectivement, ça peut nous permettre de prendre du recul et se dire, est-ce que l'outil en question, il ne faudrait pas le retravailler ou voir d'autres alternatives. C'est un peu ce que nous a fait subir le Covid. À un moment, on avait des outils comme le distanciel, tout ce qui était télécommunication qui était disponible, mais on n'a jamais cherché à les utiliser. Il a fallu qu'il y ait le Covid, et là on s'est dit, je crois que ça pourrait servir en fait. Ça pourrait servir, et voilà, ça a été mis en place. Et on a commencé à apprendre à les utiliser de plus en plus convenablement. Mais là, elles montrent leurs limites finalement. Aussi. Rien ne vaut une rencontre au final de compte. Moi, je dis qu'il faut qu'on ait le choix, une étendue de possibilités. Si on se fixe que sous une seule direction, forcément, à un moment ou à un autre, si ça coince, qu'est-ce que nous faisons? Et on doit faire machine arrière et voir les autres. Parce que là, on n'a pas de plan B. Est-ce qu'on cherche véritablement ce plan B? Parce qu'en soi, je pense qu'on est, en tant qu'être humain, nous sommes, et par rapport à l'histoire de l'humanité, l'homme a toujours cherché à s'adapter, à se réinventer, etc. Donc je me dis c'est possible. Après, il faut se demander, est-ce qu'on cherche à trouver cette solution? Enfin, ces solutions plutôt. Donc voilà. Grande question. Mais bon, on cherche des solutions.
Non, D'accord. pour deux raisons essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, et je te rejoins tout à fait sur ton analyse, on a pensé effectivement que la technologie ne pouvait être qu'avancée. Qui a dit ça? On se rend bien compte en fait que chaque fois que nous avons fait un pas en termes d'acquisition d'une technologie, nous avons fait un pas en termes de régression humaine, puisqu'on n'utilise plus les choses. Tout à l'heure, on était en train de discuter, je disais, oui, mais il reste encore les tourterelles, les pigeons et les ortolans, puisqu'on ne les mange plus, donc autant les mettre à profit. Mais c'est un trait d'humour, mais en même temps pour dire que c'est vrai qu'on est tellement ancré dans l'immédiateté des technologies qu'on pense qu'il n'y a pas eu un monde avant. Et personnellement, je n'ai pas été impacté par cela. J'avoue, c'est avec Séverine qu'on en discutait tout à l'heure. Je lui dis, ah bon, il y a eu un truc. Parce que pour moi, ça reste un outil, mais la relation humaine est toujours plus importante pour moi, puisque je crois que c'est la base de tout. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, on utilise les outils technologiques à des fins d'économie économique. Tu vois, et c'est ça qui me dérange. C'est-à-dire, le distanciel, on aurait pu l'affiner et le mettre en perspective par rapport au présentiel. Trouver un mix entre les deux. Aujourd'hui, on s'est rendu compte, enfin, on ne s'est pas rendu compte, mais certains ont découvert que et si je mettais mon personnel en distanciel, ça me permettrait effectivement d'avoir moins d'espace immobilier, puisque ça occupe, ça a un coût. Et il y a une tendance qui veut aller vers ce sens-là, c'est-à-dire effectivement de vous mettre vraiment en télétravail, pas le télétravail mode Guadeloupe, c'est-à-dire que tu es chez toi avec ton Internet, comme des rampants. Hein. Non. Quelque chose de beaucoup plus élaboré, tel que les sociétés nordiques ou nord-américaines, où à l'intérieur de ta maison ou de ton appartement, il y a un espace de travail qui est dédié, mais avec tout ce qu'il y a autour. Donc, c'est pas que la technologie, mais c'est aussi un changement de paradigme, c'est-à-dire que ton domicile sert à la fois de bureau et on est inscrit vraiment dans une mobilité, c'est-à-dire que tu te déplaces avec ton espace de travail, puisque c'est ça la finalité. Mais après, il y a tout un mode de vie autour, puisque qui dit je travaille à la maison dit qu'il faut à un moment donné que je puisse séparer les deux mondes. Donc, toujours le stress de savoir à quel moment je suis salarié, à quel moment je suis papa, à quel moment je dois aller déposer mes enfants à l'école. Donc ça demande vraiment une réflexion. C'est pas quelque chose qu'on jette comme un coup de dé. Mais ceci dit, pour reprendre le traitement du Covid, bon, on va pas revenir dessus, hein, puisque bon, c'est un truc bancal. J'ai dit ça? Oui. J'ai pas dit juste. Les gens ont entendu? Oui. C'est vrai? Tu as pensé très fort. Mais il faut que je socialise ma langue. Donc, en fait, lorsqu'on regarde bien aujourd'hui, les gens ça génère des angoisses, ça génère des stress, parce que non seulement vous n'en voyez pas à la fin, et deuxièmement, lorsque vous êtes en télétravail chez vous, ou du moins en travail distancié, puisqu'on va utiliser les bons termes, puisqu'on a cette fâcheuse manie de parler d'une chose en pensant à autre chose, c'est que vous travaillez plus. Donc, en fait, il y a des techniciens qui ont commencé à réfléchir sur ça en disant, mais en fait, lorsqu'il vient la journée, entre le bonjour, le café, la pause pipi, il ne bosse pas tant que ça. Tandis que lorsqu'il est chez lui, il n'est plus sur du temps de travail, mais il doit répondre effectivement à des obligations, à des tâches et à du multitâche. Et je peux lui demander plus de choses à la maison. Et il ne s'en rend pas compte parce qu'on l'a vu avec le premier confinement, les gens sont sortis épuisés. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous attaquez le matin, oui, vous embrayez sur la vie, mais en même temps, vous revenez sur le travail parce que vous avez l'impression que vous gagnez parce que vous ne prenez pas la voiture, parce que vous n'êtes pas dans les embouteillages, parce que. En fait, vous ne gagnez rien du tout. D'accord. C'est une arnaque. D'accord. Mais il faut que le monde évolue. Ou dévolue. On choisit le terme qu'on veut. Donc c'est quoi? C'est juste le fait d'avoir une nouveauté, c'est juste le fait de penser effectivement qu'on évolue qui nous satisfait? Non, il faut que la technologie corresponde au niveau de maturité de ta société. Si ta société n'est pas mieux pour ça, ça ne sert à rien. C'est autant donner une Ferrari à quelqu'un qui ne sait même pas rouler sur une mobilette. Donc tu auras un véhicule super puissant. Moi, j'aime bien prendre cet adage. Les gars qui ont des voitures super puissantes avec plein d'appendices aérodynamiques bloqués dans le même embouteillage que moi. Il n'ira pas bien loin, dans tous les cas. Eh bien oui. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les nouvelles technologies, finalement, ont un peu aidé pendant la gestion de crise Covid, pour éviter l'isolement, pour permettre la communication de tout un chacun? Donc, ça avait ses avantages aussi, concrètement. Non, monsieur. Le principe de la nouvelle technologie, c'est de vous isoler. Donc, on ne peut pas lutter contre l'isolement. Lorsque j'ai mon portable, on n'est pas en communication collective. Hein.
je lui envoie un SMS, c'est une relation privée entre elle et moi. Donc, en quoi nous sommes en collectif? Non. On a une difficulté de penser toujours, et c'est quelque chose qui m'a toujours fait sourire, que le réseau social participait à vous inscrire dans une dynamique collective. On appelle ça réseau social. Oui, mais c'est une blague. Ça n'a rien de social déjà de 1, et de 2, ça vous isole. On a bien remarqué la dernière étude qui aura montré que les adolescents sont plus déprimés. Sur Instagram. Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a 20 ans, nous n'aurions jamais de telles études. C'est parce que justement on s'est rendu compte, et Séverine l'a dit, j'ai pu souffler pendant 10 heures parce que j'avais pas Parce qu'on est rentré dans un encyclique où on est en train de courir, on ne sait même pas pourquoi on court. On cherche de l'information. On est inondé par l'information, mais on n'a pas la méthodologie de recherche de l'information. C'est important ce que tu dis. Et la deuxième chose, c'est que 1986, hein, les gars, Internet mobile en Guadeloupe, 1986. C'est-à-dire que la personne qui me dit qu'elle a connu que l'Internet, je lui dis, reviens et arrête de dire des conneries. Non. C'est-à-dire on est trop jeune en termes de société et du rapport à la technologie, sauf que l'accélération des outils sont arrivés à telle enseigne que tout le monde pense que maîtriser un outil, sauf qu'un outil, ça demande effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, qu'il y ait une vie qui soit articulée autour et qui permette justement de vraiment rendre vivace la technologie au quotidien, mais sans les inconvénients. C'est-à-dire que le plan B qu'on aurait dû penser en se disant, bon, bah, ok, si on n'a pas de réseau, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on sait communiquer encore? Est-ce Grande que question. si j'ai 14 ans, que je vois Séverine et que je dis, petit mal, ouais, je vais devenir tant technologique, c'est tu me donnes ton 06. Je fais un réseau. 06. Ton Insta. Oui, ça c'est la modernité. Oui. Dans l'ancien temps, je viens et je prends mon râteau. Elle va me dire, tu m'as bien regardé, tu t'es regardé. Non, tu es dans un film, on redescend sur Terre. Mais on avait l'usage de la parole et des émotions. Tandis qu'aujourd'hui, le réseau social permet effectivement l'accessibilité, l'immédiateté, mais nous interdit un certain nombre d'émotions et de sentiments qui, je pense, participent à construire l'individu. Et peut-être qu'il faut qu'on trouve un juste milieu entre les deux. Donc on a une fausse idée de rapprochement, donc en fait on utilise des technologies qu'on a mal digérées en fait, concrètement. Non, au regard de la modernité, on va dire que... On n'a pas su les utiliser comme il fallait. Enfin, peut-être que l'éducation, peut-être que justement les psychologues auraient dû voir en amont qu'est-ce que ça pourrait engendrer vis-à-vis de l'individu, mettre les outils qui seraient mieux adaptés de telle sorte que ça puisse pas entraîner de cassures entre les individus, etc. Et bon, moi je sais qu'au niveau du réseau social, enfin déjà, une entreprise qui gère un réseau social, son but c'est que son client, son utilisateur reste dans son réseau social, qu'il soit heureux, qu'il soit pas heureux, C'est pas son problème. Le but c'est que son focus soit sur son réseau. D'où le fait qu'on discutait la semaine dernière de tout ce qui était l'hypersexualisation sur TikTok, parce que on va pas se le mentir, au niveau de tout ce qui est marketing, parler de sexualité, ça attire automatiquement les gens. Et ça ne demande pas énormément d'investissement, de coûts, etc. Et ce qui fait que malheureusement, TikTok, concrètement, il pourrait très bien faire un algorithme pour interdire ce genre de choses, mais c'est open bar et ça alimente. Les gens sont scotchés. Ah, telle vidéo est là. Il y a une suivante. Et tu oublies ce qu'il y a autour de toi, quoi. Clairement. Et ça, tu c'est passes dommage. des heures à slider des vidéos. Mais en fait, Netflix aussi. on a fait qu'accélérer un process qui existe depuis 20 ans lorsque dans une ancienne vie, les premiers hackers s'amusaient à aller télécharger des logiciels pirates. C'était toujours sur des sites effectivement à connotation pornographique. Donc les gars avaient déjà compris que s'ils voulaient avoir un maximum d'audience détournée, on faisait ça. Un peu comme la vaccination. Faut un argument de vente. Oui. C'est marketing. Mais oui. Et la chair vend. D'ailleurs, si je devais aller vite fait parler de Netflix qui lui utilise autre chose, eux-mêmes, ils avaient expliqué dans ce communiqué que eux, leur principal adversaire, c'est le sommeil des utilisateurs. Oui. Et de là, tout est bon pour t'empêcher de dormir. Pour t'empêcher de dormir et tout. Et je me dis, mais waouh.
C'est impressionnant d'en arriver à de tels arguments de marketing pour dire bon ben les gars, votre vie sociale, votre truc. Non, c'est pas. C'est l'ingénierie sociale. C'est simplement, on n'a pas besoin d'individus qui réfléchissent, on a besoin de personnes scotchées. Oui, de personnes qu'on arrive à déstructurer sur des valeurs simples, à comprendre, réagir, analyser. Et on a besoin de moutons. Il faut dire ce qui est, c'est-à-dire qu'en fait, de personnes en capacité de suivre la vague sans jamais se poser la question, est-ce que c'est la bonne direction ? Et la semaine dernière, justement, avec Mme Lizimac et Mme Aubertan, elle nous parlait d'ingénierie sociale. Oui. On est à un stade avancé, là ? Bah, en fait, moi, j'aime bien l'ingénierie sociale parce que ça permet de faire bien des choses. On fixe plus ou moins l'ancêtre de ces tentatives sur un homme que j'aime particulièrement, qui est Hitler. Et je trouve étrangement des passerelles en ce moment avec donc j'aime bien l'homme, tu trouves qu'il a un profil intéressant? Parce que c'est un artiste, ce que peu de gens savent. Oui, effectivement. D'accord, d'une finesse, intellectuellement très avancée, très brillant. Mais en fait, comme tout génie, je pense qu'il a utilisé à mauvais escient sa science. Mais on a de pâles copies qui essaient d'imiter ce qu'il a fait. Et on a plusieurs exemples dans l'histoire. Mais en fait, je parle d'histoire. Il faudrait déjà que les gens s'intéressent à l'histoire et un cerveau pour pouvoir intégrer. Madame Lizimac nous dit actuel. Non. En fait, on a un conflit d'intérêts depuis tout à l'heure dehors. Réglons ça. On peut régler ça maintenant. Dites-nous tout. Et c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, on a utilisé le médium progrès technologique afin d'asservir les gens. Mine de rien, je vais donner des exemples très concrets. 1981, 2 chaînes en Guadeloupe. D'accord ? Pas de publicité. C'était la 1 et la 2. Après, tu avais des grandes familles qui pouvaient avoir le satellite. Donc après, les gens ont investi dans le satellite. Mais tu as vu toutes les images avec un gros satellite sur une petite casantole. Même si aujourd'hui ça nous fait rire. C'était énorme, les parents. Oui, mais c'était une réalité pragmatique. Et avec l'arrivée de Canal Satellite Caraïbes, on a projeté les gens dans le monde de l'immédiateté, c'est-à-dire que tu peux aller regarder ce qui se passe dans n'importe quel pays. Internet est arrivé après, un petit moment après. Et du tout, on s'est retrouvé avec une société où les gens savaient plus de choses sur l'extérieur que sur chez eux. Complètement hors sol. Et d'ailleurs, une fois qu'on est rentré dans ça, les gens ont découvert effectivement, alors pour ceux qui, je vais parler pour les plus de 50, 60, 70 ans, les gens allaient regarder l'épisode qui se déroulait en Europe des Feux de l'amour pour pouvoir... C'est pas États-Unis, les Feux de l'amour? Oui, mais ensuite... En Europe, tu avais... mais la traduction... Oui, voilà. Sur le câble, il y a une légende sur le câble, ils avaient un mois d'avance. Ouais, et donc c'était assez intéressant en termes de mutation de comportement des êtres humains, c'est-à-dire qu'en fait, tu étais tellement inscrit dans une déréalité qu'on a créé de nouveaux besoins pour les personnes et qui font qu'aujourd'hui, il nous paraît évident. On parlait tout à l'heure de Netflix. Aujourd'hui, le Netflix est intégré dans un rituel amoureux. Parce que si je dis à Séverine, ce soir, après le truc, on va se faire un Netflix, elle va me regarder. Il y a même une expression, Netflix and chill. Merci. Donc c'est bien pour dire qu'en fait, on a su habiller la technologie, même si on dit ça avec beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, mais c'est très sérieux. On a intégré effectivement les nouvelles technologies dans leur représentation immédiate, mais aussi dans leur représentation subjective. Et il serait difficile pour des gens de communiquer autrement que par les réseaux sociaux ou par les avancées technologiques. De toute manière, les voitures nous le rappellent. Hein. Lorsque votre voiture bug, vous n'avez pas beaucoup d'espions, c'est d'aller effectivement dans l'officine où vous l'avez achetée pour la faire reprogrammer. Donc on est vraiment dans un monde où normalement on aurait dû se servir de la technologie, mais c'est la technologie qui nous aura servi. Donc on est bloqué sur ça. Je pense qu'aussi c'est le fait qu'elle ne soit pas assez ouverte à l'ensemble de la population pour qu'elle puisse justement s'approprier les outils en fait, pour pouvoir sûrement l'adapter à elle-même, parce qu'effectivement dès que la voiture tombe en panne et tout, enfin que ce soit vous n'avez pas, je prends l'exemple des Tesla. Tu n'as pas levé le capot pour... Hein? J'ai été impressionné de voir que quand tu achètes la voiture, tu as tout à l'intérieur. Mais si tu veux activer une option, en fait toutes les options sont désactivées, genre tout ce qui est la voiture pour rouler tout seul ou pour autre truc, tu dois d'abord utiliser ton téléphone qui va te ramener au serveur de Tesla
qui lui va te dire, bon, tu veux activer ceci, ça va te coûter tant. Et tant que tu n'as pas fait ça, ben, tu as la Tesla avec tout, mais tu ne peux pas tout utiliser parce que toutes les options sont désactivées au sein de la machine. D'accord. Bien sûr, j'ai un ami qui a un peu fouillé dans leur système, il disait quand tu sais bien faire les choses, tu peux le hacker. Enfin bref. Mais voilà quoi. Et je pense que c'est surtout le fait que on n'a pas permis justement à l'ensemble de la population de savoir utiliser les outils et se dire ok, voilà comment fonctionne ça, je sais que ça fait ça. Et c'est pour ça que moi et mon association on se base justement sur ce rejet, pas un rejet du numérique, sur le virage en lui-même. Non, en fait, le fait qu'on soit en retard vis-à-vis de la technologie par rapport à chez nous, du fait que même nos anciens n'arrivent pas à se dire, un ordinateur, voilà comment ça s'allume. Ok, ça s'allume, mais voilà ce que je peux faire. Je peux créer un Word pour écrire mes textes. Oui, je peux aller sur Internet pour payer mes factures. Je peux faire ceci, cela. On n'a pas beaucoup travaillé à la transition, justement, pour que les aînés... Il n'y a pas eu d'éducation. S'y mettent, en fait. On n'a pas pris le temps de l'éducation numérique parce qu'on n'a pas pris le temps de voir arriver toutes les évolutions en même temps. C'est arrivé d'un seul coup. Mais oui, je prends ma copine Amélie. Encore aujourd'hui, vous avez des chefs d'entreprise qui pourtant sortent des grandes universités, des grandes écoles et qui sont dans l'incapacité de faire un lien entre le compte Amélie, les dispositions et la réalité pragmatique du salarié. Donc, en final, tu te dis, on a fait tout ça pour rien. Et dans une société où tu as quand même la moitié de la personne, la moitié de la population qui a atteint un certain âge, on est resté sur le numérique loisir. C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de voir ma petite fille pour son anniversaire. Donc, je vais me mettre sur Skype, je vais aller dans les ateliers pour ça. C'est-à-dire que les gens vont sur une demande à la carte. Aujourd'hui, on est contraint pour toutes les démarches médicales de recourir à un mail. Mais avant, en moins de 30 ans, on a fait quoi? Au départ, c'était lorsque vous disiez aux gens, oui, j'ai pas de téléphone fixe, je n'ai qu'un portable. Ah non, c'est pas possible. Après, on est passé aux obligations d'un numéro de portable pour que vous soyez joignés. Après, création d'un mail. Mais oui, mais j'ai pas d'ordinateur. Oui, c'est pas grave. C'est-à-dire que la société a lancé sa dématérialisation sans tenir compte du niveau de pédagogie qu'il fallait mettre en place pour les personnes. Aujourd'hui, c'est vrai que les techniciens abusent un petit peu. Lorsque tu parles des seniors, je suis d'accord avec toi, parce que lorsque tu achètes une télé aujourd'hui, elle est connectée. Donc, lorsque la personne voit qu'effectivement, que je viens de sortir chez X, acheter une belle télé et que je veux regarder mon match et que la télé commence à te parler en te disant « Hey, Timal, calmez-vous. » Tu dois faire une mise à jour avant. Déjà. Inscris-toi sur Google et donne-moi ton nom. Voilà. Crée ton compte. Non, les télés d'aujourd'hui, c'est ça. Et si tu n'as pas d'Internet, tu es un petit peu marron. Parce que la télé t'explique que non, Timal, nous en Guadeloupe, mais nous sommes dans le monde, donc organisez-vous. Si tu m'as sorti du magasin, ça c'est ton problème. Mais moi j'ai besoin de ça pour fonctionner. Oui. De toute façon, s'il n'y avait pas d'autres alternatives, puisque au moment où ils ont montré que oui, c'était possible, que ça allait être mis en place, toutes les anciennes, la TNT, enfin, tout ce qui était par câble. À un moment, il y avait eu... oui, c'était la promotion de la TNT. Voilà, et il disait que très clairement, tous ceux qui ne sont pas à jour, à telle date... On va te donner un petit boîtier pour te faire patienter, et après sinon, tu es dehors. Oui. Exactement. En fait, c'est toujours à marche forcée. Et moi, j'ai participé à une conférence il y a de ça 4 ans, où justement un ingénieur disait que l'Europe a beaucoup misé sur la révolution numérique, sauf qu'en fait, lorsque tu regardes le niveau scolaire des populations, en fait, ce qu'il aurait fallu aurait exigé qu'il y ait à minima des individus de bac plus 6, bac plus 7, on se retrouve avec des individus bac moins 12, et qu'est-ce qu'ils font avec le numérique? Rien. C'est-à-dire que ce que tu viens de dire, c'est un petit groupe qui continue à faire avancer les choses, mais en préservant le savoir et l'application du savoir. C'est très encourageant tout ça. Ça s'appelle l'angoisse et le stress. Mais tu es déjà habitué depuis 2 ans de traitement de Covid en Guadeloupe. Mais c'est ça, on baigne dedans en permanence. Ça aura un impact. Ou si ça n'a pas déjà un impact. Ça n'empêche à nos enfants de parler correctement.
puisque en fait, plus tu utilises tes mains ou les pouces inversés et moins tu utilises la parole, et ben, moins tu vas structurer ta pensée, moins tu vas pouvoir verbaliser. J'ai même vous alliez parler des masques, du fait que comme on ne voit pas la bouche s'exprimer, bon ben l'enfant il regarde la maîtresse. Comment je dois dire là le quoi? Non, mais ça c'est pas un détail parce qu'on est parti sur la base de créer 2-3 générations de crétins. Donc en final de compte. Ah oui, plus franc parler carrément. C'est difficile à trouver. Faut qu'on soit sérieux. Je veux dire, la personne qui a réfléchi à tout ça n'a pas pensé à tout ça. Donc à un moment donné, moi je dis toujours, il faut raison garder. Rien n'est fait par hasard. Ah, mais ça, c'est la posture d'un complotiste. Comme on dit, le désordre est organisé. Le désordre est organisé et le chaos a toujours un sens, contrairement à ce qu'on pense. Et l'absence de possibilités. On regarde simplement, on est à la 2e rentrée scolaire et demie. Lorsque j'entends que les gens sont émus, il n'y a pas d'internet. Ou encore, vous avez, j'ai adoré le gars du rectorat, lui par contre c'est la perle de l'année, qui te dit oui, non, tous nos établissements sont connectés. Pourquoi je vis dans ton établissement? Non mais t'es abruti à ce point. Non mais il y a des réflexions qui manquent. Ça, c'est sûr. J'ai trouvé que ce mec c'est une perle, et le mec tu vois, il est devant les caméras, et il t'explique effectivement que tous nos établissements sont connectés, sauf quand les gamins sont confinés. Donc comment ils font pour faire du distanciel et suivre l'école? Non mais les gars, à un moment donné, il faut qu'on arrête l'école. Non mais clairement. Pour avoir des réflexions bien poussées, parce que non. Moi j'adore, parce que je prends un temps, tu vois, à regarder la télé et à écouter les gens débiter des choses hallucinantes. Tu te demandes comment une seule personne a pu naître de 2 personnes pour dire autant de bêtises. Non, enfin moi la question je me dis, qui l'a formé pour qu'il puisse dire ce genre de choses? Non, là tu vas rentrer dans la souffrance. Non, parce que généralement il a fait des grandes écoles, donc normalement. C'est encore pire. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour sur le plateau. La reprise est difficile. Donc, de retour sur le plateau du Focus, nous sommes toujours en présence de Daryl Pézron, de Raymond Otto et de Séverine Lizima, qu'on faisait un petit débrief en plateau. J'ai bien envie que tu leur dises, Raymond, ce que tu nous as dit. Peut-être tout à l'heure, hein, parce que je ne sais pas si c'est on va essayer de se concentrer 2 minutes. Et on en revient justement à ces réseaux sociaux dont on parlait tout à l'heure, de leur utilisation, du fait qu'ils ne servaient pas forcément à l'épanouissement effectivement de l'être humain. Et d'un point de vue psychologique, à quel point on est atteint avec l'utilisation à outrance de ces réseaux? Pourvu que je ne fasse pas de lapsus par rapport à ce que j'ai entendu. En fait, je vais l'expliquer en parlant justement du Covid, de la souffrance que ça a créé, et notamment du symbolique qui se cachait derrière pas mal de petites choses qu'on a intégrées petit à petit. Et on verra que ça a contribué justement au processus de déshumanisation et des addictions dans lesquelles on est enfermé depuis bien longtemps en fait. Donc, je vois on dirait que tu t'inquiètes. Le symbolique, qu'est-ce que c'est? C'est un peu compliqué. Bon, c'est un concept lacanien. Bon, il faut se laisser un peu porter. Donc, du coup, je vais plutôt donner des exemples. Pardon. Donc, par rapport au port du masque. En fait, le symbolique, c'est... On intègre inconsciemment des informations. Mais justement, on les intègre. Elles sont inconscientes, en fait. Donc, on ne s'en rend pas compte. Et elles font le petit travail dans le cerveau. Donc, par exemple, pour le port du masque, c'est bourré de symbolique. Parce qu'en fait, quand on couvre le nez et la bouche, le nez c'est quand même l'organe qui fait passer le souffle de vie. C'est pas pour rien qu'on l'appelle comme ça, puisque la respiration, sans respiration, ne vit pas. La première chose qu'on regarde chez un nouveau-né, c'est s'il respire. Donc, quand on couvre le nez, on s'empêche en quelque sorte de vivre, puisque la respiration est bloquée, on a du mal à respirer. Quand on bouche également la bouche, on entrave cet organe qui fait passer la nourriture, donc pareil, un élément vital. Et donc du coup, en quelque sorte, on condamne encore une fois la vie. Autre chose, la bouche, c'est aussi l'élément qui nous permet de nous distinguer des autres animaux, c'est-à-dire que nous sommes des êtres de pensée, de parole, liberté d'expression et de langage. Donc du coup, quand on condamne
la parole, on condamne aussi notre façon de penser, de réfléchir, voilà, nos prises de décision. Donc, voilà, je pose ça comme ça. Le test PCR aussi, on voit qu'il y a du symbolique aussi derrière. Je vais peut-être embêter, mais bon, quand on se laisse, entre guillemets, toucher la base du cerveau, petit à petit, on intègre cette information-là. Et donc, on devient réceptif à ça, à laisser les autres accéder un minimum à notre cerveau. Donc ça peut être dangereux également au niveau du symbolique. On retrouve ça où encore ? Pareil, la prise de température. On se laisse approcher la tempe avec un appareil. Ça renvoie l'image d'un fusil sur notre tempe. Donc en fait, on est sans arrêt menacé de mort. Dans tout ce qu'on vit depuis le Covid. Le symbolique, c'est aussi foutre un vaccibus devant une école. Je nommerai pas la ville en question, mais Ah non, vous sont remontés là. Bon. Oui, je la cible bien, parce qu'en fait, Ah ouais, le coup de cheveux sur moi. Qu'on mette un vaccibus devant une mairie, dans un bourg, dans un parking, de grands espaces qui sont utilisés pour des fêtes patronales, des campagnes électorales, etc. Ça, voilà, on s'en fout. Mais qu'on le mette devant une école, on cible déjà une population, des jeunes, des cerveaux en construction. Donc ils sont ciblés, voilà. Donc ça, c'est aussi du symbolique. On parlait de réseaux sociaux, de Netflix, ça m'a fait penser à un film, Diversion, avec Will Smith. À un moment donné dans le film, on voit qu'ils essayent d'extorquer des sous à quelqu'un. Et en fait, il y a un pari qui se met en place. On demande à cet homme, qui sera manipulé du coup, à choisir parmi un joueur de foot. Il regardait un match de foot ou je ne sais pas trop quoi. Et il choisit le numéro 9 ou 11, peu importe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il avait été bombardé d'informations. À chaque fois qu'il sortait de chez lui, ou voilà, peu importe où il passait, il voyait toujours ce chiffre 9, je crois, ou 11. Et donc, petit à petit, il n'en avait pas conscience, mais le cerveau, ça s'est gravé au niveau du cerveau. Donc, c'est tout naturellement qu'il a pu sortir ce fameux chiffre qu'il avait vu. Donc nous, voilà dans quoi on est bercé, sans arrêt, on joue avec le symbolique pour nous conditionner. On parlait des réseaux sociaux, ça fait partie du conditionnement. Ça date d'il y a bien longtemps, bien avant le Covid. Donc on est conditionné, on passe 80% de notre temps à travailler. On reste loin de nos proches, nos familles. J'espère que je ne choque personne quand je dis que la famille, les proches, c'est quand même plus important que le travail. Donc on reste... C'est relatif, ces jours-ci. Voilà. C'est relatif. Donc, un tiers. Non seulement le fait aussi que lorsqu'on regarde la télé, on nous rabâche le fait que oui, regardez, le nombre de cas augmente, vous devez continuer à porter le masque, continuer à vous devoir aller dans les vaccinodromes ou se vacciner car c'est la seule solution et tu répètes ça pendant 2 ans. Tous les jours. Tous les jours. Et à un moment ou à un autre, si tu ne prends pas le temps de prendre du recul vis-à-vis de tout ça, tu ne peux qu'accepter la situation, te dire, c'est la seule solution. C'est la seule solution. Ceci dit, je vais nuancer. Pour une fois, je vais défendre l'ARS. Moi qui déteste le foot, j'adore leur pub, où ils montrent effectivement cette dame qui arrive dans le truc le Stade de France et qui dit maintenant, ouais, la vie va reprendre. Mais moi, je m'en bats, parce que j'aime pas le foot. Donc je suis resté chez moi. Quelquefois, les gens, dans leur communication, ils devraient faire attention, puisque ça m'a rappelé. Je fais juste une digression supplémentaire sur le chikungunya, où là encore, l'État s'était trompé dans sa communication locale, puisqu'elle avait mis si vous aimez votre partenaire, mettez un préservatif. Tu imagines nos négresses qui entendent ce truc-là tous les jours. Pour le chikungunya, c'était ça la pub. Si tu aimes ta partenaire, tu mets un préservatif. Déjà, nos femmes se sont battues pour enlever les préservatifs dans les routes de secours. Ah, mais... C'était là ? Mais oui, c'était partout. Non, je vais donner des idées aux gens, donc j'arrête ce que j'étais en train de dire. Et là, non. Et là, tu as une communication d'État qui du matin au soir, on te sort la même chose.
Et je me souviens, dans une réunion, j'ai dit aux gens, on va arrêter d'être un petit peu débile. C'est-à-dire que tenir compte du culturel, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, lorsqu'on met en place une promotion. Et régulièrement, je reviens sur ce que tu disais, les gens se trompent parce qu'en fait, ils veulent un discours lissé. Et il faut faire attention, si quelqu'un n'aime pas le foot, tu peux lui passer 10 000 fois cette pub-là. Clairement, ça ne l'atteindra pas, Non. en fait. Et puis moi, je trouve un vaccinébus, ça a plus de sens devant un cimetière que devant une école. C'est un choix d'emplacement. C'est de la symbolique. Après, tu vois, C'est pas tout à fait le même message. là où j'en veux spécialement au gouvernement, c'est de ne pas avoir dit ouvertement, vous pouvez vous faire vacciner, certes, juste accepter le fait que ce vaccin est toujours en état expérimental. Et il sera officialisé dans, je crois, 2023. Mais Voilà. au lieu d'être sur un discours comme ça, ils ont plutôt été dans la Oui, contradiction en disant mais non, allez-y. il est sûr, il est safe, les essais sont terminés. Donc il y a eu un double discours. D'un côté, on a les lobbies pharmaceutiques qui nous donnent une date en 2022-2025 et on a les gouvernements et les hommes politiques qui nous disent oh non, il est déjà prêt. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que c'est si difficile que ça d'être honnête devant Mais grande sa question. population? Grande question. L'honnêteté, comme mon credo que j'aime bien répéter, le paix et respect. Où est le respect si tu te permets de dire quelque chose, le masque c'est difficile à mettre et tout parce qu'il y a une technique, tout ce que tu veux. Ah, on n'a pas de masque parce que ce n'est pas nécessaire. Ah, au final il le faut. Ah, restez chez vous. Ah non, mais s'il reste trop longtemps chez vous, bon ben l'économie s'effondre, donc laissez les enfants moins partir. Ah, maintenant les enfants maintenant sont aussi en danger. Faut que ce soit à moitié jaugé. Enfin bref, tout un tas de discours où on a accepté le fait qu'un gouvernement peut nous dire en toute mentir. Ouais, nous mentir, dire le tout et le contraire, et on est d'accord. Messieurs, nous ne mentons pas, nous modifions la structure de la vérité. C'est pas la même chose. C'est plus profond, c'est encore plus grave. Ce n'est pas mentir. Oui, mais c'est quand même altérer la réalité. Quelle réalité? Ta réalité n'est pas ma réalité. Et c'est pas la réalité de l'État. D'accord? Pourquoi je mets cette nuance? Vous avez vu que je suis devenu sérieux là tout de suite. Par rapport à ce que disait Séverine tout à l'heure, lorsqu'on regarde bien tout ce qui a été mis en place, c'est dans un objectif qui n'a pas été avoué, mais que vous supputez quand même. C'est-à-dire, vous vous dites politique et honnête, non, ça ne va pas ensemble. Politique, c'est égal à je vais essayer d'être corrompu sans pour autant que je finisse en prison. Et même si on reconnaît ma culpabilité, j'utiliserai toutes les démarches liées et tous les recours liés pour que je puisse au moins faire l'affaire durer 20 ans. Nicolas Sarkozy. On ne nomme pas de gens parce que je ne connais pas ce monsieur. J'allais dire, on a même notre version locale, mais bon, je ne vais pas non plus... et c'est important. La première chose, c'est ça. Et la deuxième, c'est qu'en fait, à un niveau où on est dans le village monde, vous vous souvenez, ça fait à peu près 15-20 ans qu'on nous dit que nous sommes inscrits dans le village monde. Mais personne ne m'a jamais donné l'adresse du village monde. Donc ça veut dire qui décide pour l'ensemble des personnes? On a vu effectivement en ce moment, et on a trafiqué, je pèse mes mots, les informations, parce qu'effectivement, l'Europe commençait, enfin les députés européens commençaient à s'interroger à la fois sur qui a passé les contrats et pourquoi, et les sommes engagées, et quels en sont les bénéficiaires. Et ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas de traçabilité. Donc en fait, on est dans une superstructure autostructurante qui produit ses propres règles, mais qui ne sont pas tes règles. Donc en fait, les objectifs ne sont pas les mêmes. Nous n'avons pas les mêmes objectifs. En fait. Mais une chose est sûre, c'est que je décide et tu t'exécutes. D'accord. Donc il n'y a pas vraiment de bienveillance en ce moment. Le jour où il y aura de la bienveillance, ça va peut-être bien effectivement qu'on arrêtera d'envoyer les gens sans être contrôlés dans ce qu'ils appellent les territoires périphériques, puisque je suis désolé, jusqu'à preuve du contraire. La bienveillance voudrait effectivement que chacun vive de son côté. Moi, je ne vais pas polluer l'autre, l'autre n'a pas venu me polluer. Mais ça, je pourrais mourir, je ne verrai pas ça arriver. Parce que derrière ça, et je reprends à mon compte ce que tu disais, nous sommes sur le champ de la symbolique. D'accord ? Personne n'a entendu cette petite phrase qu'a sorti le président lors de son élection. Je veux redonner le lustre d'antan de la France. Le lustre d'antan, c'est quoi? C'est quelle époque? C'est quelle époque?
Et la première démarche a été de restaurer ce château qui se trouve en Inde, qui était le symbole, effectivement, parce qu'ils se sont fait arnaquer par les Anglais. Bon, je fais rapidement la guerre des colonies. Et ils sont en train de restaurer ce château à grands coups d'argent, loin des yeux des Français, qui sont en train de supporter des hausses de prix, des hausses de repas, des hausses de tout ce que vous voulez. Parce qu'en fait, les gens sont dans un idéal symbolique qui paraîtrait que la France sera une grande nation. Mais pour l'instant, c'est plutôt une grande nation à crédit, puisque c'est bien beau d'aller dire à l'ONU que nous sommes le seul continent à pouvoir voir lever le soleil et se coucher, sauf qu'entre le lever et le coucher, tu as un certain nombre de territoires qui ont été annexés. Et le dernier en date, c'est la Nouvelle-Calédonie. Et on connaît effectivement, aujourd'hui, on essaie de dire aux gars, peut-être bien que je vais vous redonner votre souveraineté, mais je ne sais pas encore, parce qu'en fait, il y a du nickel, il y a un certain nombre de choses. Il faut qu'on arrête effectivement de biaiser la vision. Et le pire dans l'histoire, c'est qu'on aura remarqué que depuis une vingtaine d'années, on ne met pas l'accent sur l'histoire à l'école. L'histoire que moi j'ai appris pour le bac et tout ça, ça n'a rien à voir avec ce que mes gamins ont vu. Non, c'est super allégé. La Russie, l'URSS, ce genre les de blocs, trucs, les choses comme ça. Les blocs, les enjeux, les colonies. Pourquoi l'extérieur. Ouais, non. À telle enseigne que j'ai entendu un jeune cadre que je ne nommerai pas, mais il se reconnaîtra. Je lui fais un petit coucou, puisque pour arriver à un niveau de crétinité comme ça, je pense que ce mec-là, c'est une perle. Lui aussi, il faudrait l'encadrer et en faire une stèle. Il m'expliquait en fait que la France était présente au Mali pour le bien-être des Maliens. Mais bien sûr. Ah, j'ai trouvé ça puissant. Le syndrome sûr. du sauveur. Mais oui, toujours, on en revient, syndrome du sauveur. Mais alors, Les porteurs de démocratie. C'est ça. mais tu me posais vaccin. Mais on a Banda Kani, justement, qui a fait une sortie, là, qui n'est pas content du tout, et qui se rallie justement au peuple français, qui est sous la tyrannie et le joug il appelle le jupitérien Emmanuel Macron, et qu'il soutient effectivement les mobilisations. En fait, il dit que si, dans son pays, il y avait des mobilisations depuis plus de 10 semaines comme ça, avec des centaines de milliers de personnes dans la rue, que le donneur de leçons, Emmanuel Macron, par le biais de la France, effectivement, serait déjà venu chez lui pour lui dire « Ah, c'est une dictature, il faut que tu fasses une démocratie. » Donc, mais ça peut se passer en France. Oui, et ce qui est important, tranquille. c'est ce que je disais à ce jeune homme, pour lequel, en termes d'appartenance à la même humanité que moi, puisque après, moi je pense que ses parents devaient faire un procès pour l'argent qu'ils ont dépensé pour son éducation. Puisque, in fine, ils ont perdu leur argent. C'est de lui rappeler en fait une chose, que le mal d'une société, c'est pas les hommes qui la composent, mais c'est son école. Et que pour que l'Afrique s'en sorte, il faut que l'Afrique ait sa propre école avec ses propres références. Tant que mes petits cours de géopolitique rapide, puisque j'aime bien faire ça, je dis le mercredi c'est pour les crétins. Et je lui expliquais qu'en fait, tu ne peux pas former tes cadres à l'extérieur et t'attendre à ce qu'ils fonctionnent comme des originaires. Non, c'est pas possible. Et singulièrement, c'est le mal de l'Afrique, c'est-à-dire à chaque fois, on va mettre en place une situation de telle manière à ce que les grandes puissances puissent avoir leurs grandes industries pour avoir des matières premières. Parce qu'une fois que la mer Afrique cessera de nourrir l'Europe, les mecs ils vont commencer à dormir dans du crottin de cheval, là où ils étaient avant. Mais on a l'impression que c'est un peu ce qui arrive en fait, qu'ils perdent le contrôle en Europe, et j'ai l'impression que la France fonctionne un peu justement comme un pays très endetté, très pauvre, qui se dépêche un peu de trouver des solutions et d'y aller un peu au forceps pour payer des dettes ou je ne sais trop quoi. Mais il y a un empressement, il y a une espèce de frénésie que j'ai du mal à saisir en fait. J'allais vous poser la question, là vous avez pris l'exemple de l'Afrique, et pour nous, pour ceux que la Guadeloupe... Je pense que c'est valable pour les colonies en général. Ben, nous, ça fait pas longtemps qu'on a perdu le franc CFA. Parce que souvent, les gens, on est passé par le franc CFA après les ACP, et les gens oublient toujours qu'il y avait une monnaie ici. Des billets là que nos mamies avaient, qui étaient encadrés, tout ça. Les gens oublient effectivement qu'on avait une propre économie, parce que les colons, qu'on dise ce qu'on veut, et ils ont toujours fait vibrer les différents gouvernements parce qu'ils avaient une position financière. Bon, aujourd'hui, je fais une histoire rapide, on leur a donné effectivement tout ce qui est banque et autres, et on a récupéré l'économie. Mais pour revenir à ce qu'on est en train de dire, oui, on a connu des dévaluations du franc CFA. Lorsque nos mamies parlent, pour ceux qui ont encore des mamies qui sont relativement âgées, que quelque chose coûtait 1000 francs ou 10 000 francs, c'est simplement les deux dévaluations qu'elles ont connues. Et nous, on est arrivé dans la modernité avec
la première action, c'est de zapper toute la mémoire de l'ancienne monnaie. Si tu demandes à un enfant d'aujourd'hui de te parler des anciennes monnaies chez nous, il ne pourra pas te parler. Ce n'est pas de sa faute. C'est simplement, à mesure qu'on avance dans l'école, si toi, le parent, tu ne réancres pas ton enfant dans son histoire, ce n'est pas l'école qui va le faire, ce n'est pas la société qui va le faire. Puisque, justement, notre ami Google n'a pas une partie créole. Et notre ami Google n'a pas une partie histoire de nos territoires. Donc, en fait, soit on accepte avec fatalisme que si nous continuons à idolâtrer cette école que nous pensons qui va permettre l'émergence d'un équilibre dans la société, ce qui est aussi une fumisterie, puisque l'école est là pour reproduire les inégalités de la société. Et il est très rare que quelqu'un qui est issu d'une classe dite inférieure, sans le travail, sans l'assistance financière, puisse effectivement se transcender. La chance qu'on a aujourd'hui, et je le dirai toujours, c'est qu'on a utilisé un outil, nos parents ont utilisé un outil qui était le fonctionnariat, qui arrive à ses limites, qui ont permis effectivement aux enfants de s'affranchir de la condition de leurs parents. Mais aujourd'hui, on est revenu au système inverse. Il n'y a plus d'ascenseur social. Non. C'est fini, ça. Il en reste un. Il en reste un. La politique. Non, les gardeurs de place. Ouais. Bon, c'est quand même, tu cumules mandat. Il y en a qui s'en sortent très bien, finalement, en termes de carrière politique. Oui, mais en final de compte, la population, est-ce qu'elle bénéficie des avancées? Non. Ah non, les objectifs on est encore sur on est encore sur le vieux système où il faut ce que j'appelle le triangle d'or, c'est-à-dire que tu nais, tu fais ta formation, tu vas faire des études supérieures en Europe, en Chine, où tu veux, et si tu veux revenir en Guadeloupe, tu repars à zéro et tu crées ton entreprise. On a encore ça parce que chaque fois que les forces vives qui sont en mesure de créer, de structurer la société s'en vont, ben ces forces vives, lorsqu'elles reviennent quoi? Fatiguées, démembrées, elles ont donné la meilleure partie de leur énergie et de leur intellect à des pays extérieurs. Donc elles arrivent pour gonfler le nombre effectivement des pré-seniors et des seniors et se plaindre effectivement, développer des pathologies pour dire que rien n'avance dans ce pays-là, qu'on est en retard, on a ceci, que nous sommes des arriérés, des paysans, oui. Sauf que les gens oublient que ce système-là dure depuis 70 ans. Quand même. Un petit peu, ouais. Ça revient un peu à ce qu'on avait dit, on parlait un peu des jeunes, que lorsqu'ils partent et qu'ils reviennent et tout, il y a toujours cette tendance à se dire oui, voilà, j'ai réussi à avoir mes études, à avoir un poste à l'extérieur, mais si je reviens, je n'aurai plus rien. Et j'avais lancé cette réflexion où, mais attends, c'était difficile de partir aussi. Personne ne te connaissait et tout, donc tu as dû te refaire. Maintenant, tu veux revenir, tu dis que oui, ça va être aussi difficile. Oui, ce sera difficile, mais à la différence de là-bas, c'est que tu as déjà vécu ici, tu as une famille qui est sur place, donc tu peux déjà te mettre en mode, bon, ben voilà, ça va être dur, mais je peux encore faire quelque chose pour faire évoluer les choses. Après, bon, c'est vrai que moi, en tout cas, c'était ma manière de voir les choses quand je suis revenu. C'était de me dire, bon, ok, personne ne me connaît, personne ne sait qui je suis. Bon, à moi de prouver ma valeur et de faire avancer les choses à mon échelle et avec l'ensemble des personnes que je vais rencontrer petit à petit. Donc, je me dis, bon, si on a des compatriotes qui sont dans cette tendance de dire que oui, rien ne change, rien n'évolue, ben, les gars, c'est facile de se plaindre. Et oui, Dieu seul sait. Il y a des constats à dresser aussi. Hein. Le problème, c'est que pour ceux qui veulent dresser des constats, bon, c'est édifiant, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui avance. En quelques décennies d'existence, on peut pas porter. Enfin, j'ai pas de constat positif à dresser sur un secteur d'activité ou sur un développement particulier qu'il y a eu dans ce pays, en fait. Non, mais moi, je me dis, juste agissons, en fait. Oui, on peut agir, mais il n'y a pas de volonté politique derrière. Non, il ne faut pas s'occuper de la volonté politique. Il faut revenir à ce que Séverine disait. On ne s'imagine pas l'impact des représentations psychiques dans la tête des gens. Elle est chirurgien. Tu prends un autre chirurgien qui sort de je ne sais où. Elle arrive en Guadeloupe, on va plus faire confiance à l'étranger qu'à elle. Oui. D'accord? Et on nous dira, nul des prophètes en son pays. Et si par malheur, elle rate une opération, eh ben c'est fini, sa carrière est morte, il faut qu'elle parte ailleurs. On a une obligation de résultat dans ce pays que je trouve qui est effarante. Et ça me fait toujours sourire, puisque pendant longtemps, les gens pensaient que j'étais martiniquais. Je ne sais même pas pourquoi. Et les gens me venaient venir à Guadeloupe, tu vois, alors que je suis de Guadeloupe.
Mais lorsqu'ils ont découvert le poteau rose, c'était déjà trop tard. Déjà qu'à profiter. On a parlé des symboles, mais on n'a pas eu le temps de plus détailler, puisque, À la fois sur les seniors. n'est-ce pas, on aimerait bien avoir une petite idée justement des souffrances que tout le monde traverse en ce moment. Ben oui, donc il y a de la souffrance effectivement dans tous les domaines. Dans le domaine, je résume en combien de minutes? 5 minutes, même pas 2 minutes. Alors, au niveau familial, on voit qu'il y a effectivement une augmentation de la violence conjugale, violence chez les enfants, des séparations. Il y a aussi des répercussions par rapport au décès. Au niveau professionnel, on voit une baisse de la motivation, une baisse du sentiment d'auto-efficacité. On voit du harcèlement. Ça, c'est incroyable, c'est ce que vivent surtout le personnel hospitalier. C'est incroyable cette faculté qu'on a de s'identifier à l'agresseur. Donc, comme nous, on nous a fait subir une pression inhumaine, alors on l'a fait subir aussi aux collègues. Donc, c'est quand est-ce que tu te vaccines? Voilà, je travaille tel jour dans le centre, t'as vu la note de service, etc. C'est ce que, justement, que les professionnels rapportent. C'est très violent. On a, au niveau des personnes âgées, une perte des repères, une augmentation des troubles cognitifs. Beaucoup d'agitation, d'agressivité. Chez les jeunes, c'est pas mieux. On a des troubles obsessionnels compulsifs, on a des idées la dépression, on a des idées suicidaires, on a des phobies scolaires, des jeunes qui me disent qu'ils ne veulent pas aller à l'école parce qu'ils ont peur d'être vaccinés ou autre. On aura aussi le clivage vacciné-non vacciné qui va se prolonger au niveau scolaire. On a tout un tas de choses qui se font également au niveau du harcèlement, notamment par rapport aux masques. J'ai entendu aussi une maîtresse qui a fait passer le message, un directeur qui, parce qu'il n'y avait pas de garderie, disait que les enfants dont les parents auraient été en retard seraient gardés à l'extérieur de l'école, sans compter le risque de... Donc ils sont prêts à laisser les enfants sur le bord de la route parce qu'ils n'ont pas de masque en fait. En parlant de perte de responsabilité, ça c'est un point important, mais je reviens très rapidement sur le fait de dire par exemple on est obligé pour la vaccination. Ça aussi ça permet de soulager, de se décharger, de dire que si je l'ai fait, alors que j'en ai pas envie, pour ceux qui n'en ont pas envie. C'est parce que je suis obligé. C'est parce que je suis obligée. Sauf que, qui est-ce qui se déplace? Qui est-ce qui prend rendez-vous? Qui est-ce qui donne son bras? C'est nous. Donc quand on dit qu'on est obligé, non, c'est quand même un choix qu'on fait, même si on est d'accord qu'il y a une contrainte vraiment... c'est incroyable. C'est un consentement forcé, mais ça reste un consentement quand même. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on s'investit et l'économie psychique est la même puisqu'en fait on fait le boulot. Et au niveau individuel, effectivement, pour la souffrance, on voit perte du sentiment de sécurité, perte du sentiment d'identité, puisque du coup on prend aucune décision, perte du sentiment d'appartenance, on a plus envie de vivre, perdre du goût à la vie. D'ailleurs, notre représentation de la vie a été conditionnée également. On perçoit la vie que à travers un prisme de la maladie et la mort. Comment vivre quand on nous renvoie que du négatif? Donc voilà à peu près dans quoi on vit. En fait, on a tout détruit, sauf le virus. Super. On a détruit l'économie, on a détruit la psyché des gens, mais effectivement le virus, lui... Il continue de courir. Il continue et on n'a pas vraiment de trucs efficaces à 100%. J'en profite de l'émission. Israël a annoncé la 4e dose. Donc ils en sont à la 4e. Et nous, effectivement, l'Agence européenne du médicament a validé pour une 3e dose, donc la 3e injection pour les 18 ans, et plus, alors qu'on a l'Organisation mondiale de la santé qui se dresse vivement contre cette 3e dose qui va être administrée. Mais visiblement, on est plus royaliste que le roi, notamment aux États-Unis, en Israël ou en France, où on veut y aller vraiment au forceps, en fait. J'ai envie de dire qu'on est tellement pris aussi dans cette addiction, les écrans, etc., etc. Donc ça nous donne aussi, on devient sensible à ces histoires de 1 dose, 2 doses, 3, 4, allez. Pourquoi pas? Il y en a qui vont être sensibles, mais du bras, à force de se faire injecter. Moi, je reviens sur cette digression qui aura été portée sur nous. Si c'était 1 dose, 2 doses, 3 doses de rhum, moi, je ne suis pas encore. Ça dépend de la dose de quoi? Mais oui, moi je ne suis pas contre les doses. Merci. En respectant effectivement. Bien évidemment. Oui, c'est important de toujours faire un message de santé, puisqu'on arrive à ça. 3 doses avec modération. Oui. Toujours avec modération. Et tu as oublié un indicateur qui est rentré dans notre langage, ce sont les vagues.
Alors moi, j'ai toujours voulu être surfeur lorsque j'étais jeune, et là, On a le vague traitement- vague sur vague. Oui, le traitement du Covid m'a fait surfeur malgré moi. Tu vois la gueule du surfeur? Je suis à ma 5e vague, tu vois. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On rigole, mais on est extrêmement sérieux. Et en même temps, il vaut mieux en rire que de s'en foutre, comme dit Didier Super. Il faut qu'on puisse se détendre un petit peu parce que c'est vraiment anxiogène. L'atmosphère est anxiogène depuis 18 mois maintenant, ça fait beaucoup. Une bonne soirée à vous en tout cas, des bisous et on se retrouve demain. Et garde l'image de pique.